Quand on se lance dans la recherche, on fait tous face, à un moment ou à un autre, à cette question fondamentale. Comment être sûr que ce qu'on fait est vraiment scientifique? C'est un vrai parcours intellectuel, et aujourd'hui on va explorer ensemble les fondations de cette démarche. Et tout commence par ça, ce célèbre paradoxe de Socrate. C'est vraiment le point de départ de toute quête scientifique, parce que la vraie connaissance, elle ne naît pas de nos certitudes, non, elle vient de cette humilité de se dire « en fait, je ne sais pas grand-chose ». C'est cette attitude qui nous pousse à tout remettre en question. Du coup, ça nous amène à des questions cruciales que tout chercheur doit se poser. Comment je peux garantir que mon projet de recherche tient la route scientifiquement? Comment je fais pour rester neutre, objectif, face à un sujet qui, peut-être, me passionne personnellement? Et surtout, qu'est-ce qui va faire que mes résultats seront vus comme valides et pas juste comme une opinion parmi d'autres? Alors voilà notre feuille de route pour ce voyage. On va partir des questions des philosophes de l'Antiquité pour arriver jusqu'aux choix très concrets qu'un chercheur doit faire aujourd'hui. Allez, on se lance. Et pour bien comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. Pour saisir la méthode scientifique moderne, un petit retour aux sources s'impose. Direction la Grèce antique. Ce sont les philosophes grecs qui ont vraiment posé les premières pierres. D'abord Socrate, qui nous a appris que pour savoir, il faut d'abord critiquer, questionner. Ensuite Platon, qui a montré que le savoir, ce n'est pas juste observer, c'est s'élever vers des concepts plus abstraits. Et enfin Aristote, qui a mis de l'ordre dans tout ça avec la logique formelle. Critique, abstraction, logique, voilà, le socle de la pensée scientifique occidentale est là. Faisons maintenant un bond en avant. À une époque où l'on a commencé à vouloir transformer la recherche de la vérité en une méthode, avec des règles claires que tout le monde pourrait suivre. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement de mentalité. Avec Socrate, on est dans le dialogue, on déconstruit les idées de l'autre pour trouver la vérité. C'est très interactif. Avec Descartes, tout change. On passe à un système, une sorte de recette de cuisine de la pensée. Règle numéro 1, douter de tout. 2, découper chaque problème en petits morceaux plus simples. 3, reconstruire sa pensée en partant du plus simple pour aller vers le plus complexe. Et 4, tout vérifier pour être sûr d'en avoir rien oublié. C'est la naissance de la méthode moderne, systématique, rigoureuse. Et puis, le XXe siècle déboule. Et là, c'est un véritable tremblement de terre intellectuel. Tout ce qu'on pensait savoir sur la science, sur le progrès, est remis en question. Karl Popper, lui, il change complètement les règles du jeu. Avant lui, on pensait qu'une bonne théorie scientifique est une théorie qu'on pouvait vérifier. Popper dit « Non, une théorie est scientifique, non pas si on peut la prouver, mais si on peut imaginer une expérience qui pourrait la détruire, la prouver fausse. La science n'avance pas en empilant des vérités, mais en éliminant les erreurs. C'est une révolution. » Et là, Gaston Bachelard nous alerte sur un piège dans lequel on tombe tous. Le plus grand ennemi de la connaissance, c'est souvent ce qu'on croit déjà savoir. L'exemple parfait, pendant des millénaires, tout le monde savait que le soleil tournait autour de la Terre. Logique, on le voyait bouger dans le ciel. C'était une évidence, un savoir naïf, un obstacle épistémologique. Il a fallu une vraie rupture, un effort immense pour casser cette évidence et construire un nouveau savoir. Alors, comment la science progresse-t-elle vraiment ? Thomas Kuhn nous dit que ce n'est pas une belle ligne droite. Pas du tout. Ça fonctionne par cycle. Pendant un temps, tout le monde travaille avec les mêmes théories, le même paradigme. C'est la science normale. Et puis, on tombe sur des anomalies, des résultats bizarres que le modèle n'explique pas. Si elles s'accumulent, c'est la crise. Et cette crise débouche sur une révolution, l'arrivée d'un tout nouveau paradigme qui change complètement notre façon de voir le monde. Passons maintenant à un domaine bien particulier, les sciences humaines. Parce qu'ici, les défis sont différents. Il ne s'agit pas seulement d'expliquer des phénomènes, mais surtout de comprendre des êtres humains. Oui, en sciences humaines, on ne peut pas étudier les gens comme on étudie des cailloux. Gadamer, par exemple, nous dit que comprendre quelqu'un, ce n'est pas appliquer une méthode froide et distante. C'est une rencontre, une fusion des horizons entre le monde du chercheur et celui de la personne étudiée. Et Derrida, lui, nous apprend à lire ce qui n'est pas dit, à chercher dans les discours, les contradictions, les oublis, ce qui est mis de côté. Car c'est souvent là que se cache le sens le plus profond. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Et aujourd'hui, un chercheur doit faire un choix philosophique fondamental avant même de commencer sa collecte de données. La toute première question à se poser, c'est l'ontologie. Le mot fait un peu peur, mais l'idée est simple. Quelle est la nature de la réalité que je veux étudier ? Est-ce que je crois qu'il existe une seule réalité, objective, extérieure, qui attend d'être découverte ? Ou est-ce que je pense que la réalité est multiple, qu'elle est construite par les interactions sociales, par le langage ? Et cette première question, on entraîne logiquement une deuxième, l'épistémologie. Si la réalité est comme ça, comment peut-on la connaître ? Est-ce qu'on peut l'observer de loin, de manière neutre, sans l'influencer ? Ou est-ce qu'on doit accepter que le chercheur fait partie de ce qu'il étudie et qu'en interprétant, il participe à la création de la connaissance ?
Et ce visuel, c'est un peu la carte au trésor du chercheur. Il connecte très clairement ces deux questions. On y voit les 4 grands paradigmes, le positivisme, le post-positivisme, l'interprétativisme et le constructivisme. Chacun propose une réponse cohérente à ces 2 grandes questions. Qu'est-ce que la réalité et comment la connaître ? Bon, tout ça peut sembler un peu théorique, on est d'accord. Alors pour que ce soit bien clair, voyons comment ces grands choix philosophiques se traduisent très concrètement dans un projet de recherche. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Disons qu'on veut étudier la perception de l'apprentissage numérique chez les enseignants. Comment on s'y prend ? Eh bien, ça dépend de son paradigme. Si on part d'une approche positiviste, on va considérer que la perception est une variable qu'on peut mesurer objectivement. L'objectif sera de la quantifier. On va donc créer un questionnaire avec des échelles de 1 à 5, le distribuer à un grand nombre d'enseignants, puis faire des analyses statistiques pour chercher des causes. Est-ce que l'âge influence la perception ? L'expérience ? Le but, c'est d'expliquer. Maintenant, changeons complètement de lunettes. Avec une approche constructiviste, la perception n'est plus une chose à mesurer. C'est une expérience subjective, un vécu unique pour chaque enseignant. L'objectif n'est plus de quantifier, mais de comprendre le sens que les enseignants donnent à cette expérience. On ne va pas utiliser de questionnaires, mais plutôt des entretiens, pour laisser les gens parler de leurs sentiments, de leurs difficultés, de leurs interprétations. Le but, c'est de comprendre. Et c'est ça, le point crucial à retenir. Le choix d'un paradigme n'est pas un simple détail technique. Il détermine les questions qu'on va poser, les outils qu'on va utiliser, et au final, il façonne le type de réalité qu'on va découvrir. La question finale n'est donc pas seulement une question de méthode, c'est une question bien plus profonde. Quelle facilité